Hello tout le monde, petite vidéo rapide là en brut pour vous répondre en fait sur le quiz financier que j'avais publié. Je vais vous donner maintenant les réponses et vous expliquer un peu ce qu'il fallait donner pour avoir tout juste. Voilà. Donc le quiz il a été publié le 17 janvier, il y a environ 7-8 questions, donc je vais juste reprendre les questions une à une et vous donner la bonne réponse. Première question, c'était concernant l'inflation. Une inflation de 4% par an signifie que le salaire augmente de 4%, le pouvoir d'achat augmente, l'argent perd 4% de valeur par an, ou les prix augmentent seulement de 4% sur l'énergie. Alors là, la bonne réponse, c'était la réponse C. L'argent perd 4% de valeur sur une année. En gros, l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Et c'est d'abord un phénomène monétaire avant d'être un phénomène économique. Donc, s'il y a 4% d'inflation, ça veut dire que la valeur concrète de ce que vous détenez diminue, tout simplement. Donc c'était la réponse C. Un taux d'épargne élevé peut être un problème quand les revenus sont faibles, l'épargne n'est pas investie, l'épargne est sur un livret, les dépenses sont élevées. Bon là c'est assez simple, c'est la réponse B. On aurait pu aussi répondre C dans le sens où le livret ne permet pas d'investir grandement. Mais la bonne réponse c'est bien la B. Quelqu'un qui a beaucoup d'épargne, c'est bien, il y a des réserves, mais si l'épargne dort, c'est un lien avec la réponse précédente, et que l'inflation augmente, eh bien vous perdez de l'argent. Donc autant l'investir de manière intelligente, toujours à des taux plus élevés pour pouvoir le faire travailler et vous prémunir de l'inflation. La question 3, c'était sur... Alors, un instant... L'épargne de précaution idéale représente généralement 1 mois de charge fixe, 3 à 6 mois de charge fixe, 12 mois de revenus, le salaire annuel brut. Bon là la bonne réponse est la réponse B. La réponse A, 1 mois de charge fixe c'est trop court, 12 mois de revenus c'est trop, et le salaire annuel brut, ça revient un peu au même que la réponse C, c'est trop. 3 à 6 mois de charge fixe c'est suffisamment flexible. Pour des gens qui ont besoin de beaucoup d'épargne, on va aller sur du 6 mois pour les rassurer. Les gens qui ont un mode de vie un peu plus frugal, qui pourront être sur du 3 mois. Mais voilà, gardez en tête que c'est entre 3 et 6 mois de charge incompressible pour pouvoir voir venir en cas d'imprévu. Question 4. Le taux d'effort sert principalement à calculer l'épargne, mesurer la capacité d'endettement, estimer le rendement ou fixer les impôts. Alors, ça sert à mesurer la capacité d'endettement. Le taux d'effort, c'est, en gros, tout est dans le nom. C'est à quel point vous devez faire un effort financier pour couvrir vos dettes et vos charges. Donc quelqu'un qui a un très gros taux d'effort, il aura un taux d'endettement compliqué parce qu'il ne pourra pas rajouter un endettement immobilier par exemple par-dessus un taux d'effort déjà élevé. Voilà. Donc ça sert à estimer la capacité d'endettement. Souvent on parle de 35% pour un emprunt immobilier, pour le taux d'endettement. Question 5 maintenant. Une hausse de taux impacte d'abord les actions, les obligations, les livrets ou le cash. Là, la bonne réponse, c'est les obligations. Les livrets et le cash, ça peut jouer en fonction du taux d'intérêt que vont fixer les banques ou de l'inflation plus tard. Mais ce qui va vraiment jouer, c'est les obligations, parce que c'est directement corrélé au taux d'intérêt que fixe la Banque Centrale Européenne, par exemple, et les banques entre elles. Les taux directeurs vont directement influencer le taux des obligations, et donc, si les taux augmentent, vos obligations seront directement impactées. Et dernière question, il me semble... avant-dernière question, pardon. Question 6. Quand les taux montent, la valeur d'une obligation existante augmente, reste stable, baisse ou double. La bonne réponse est la réponse C, elle baisse. Tout simplement parce que si vous prenez une obligation A à un temps donné, qui a un taux, on va dire, de 5%, si les taux augmentent, eh bien les nouvelles obligations fournies et mises sur le marché vont avoir un taux plus important. Et donc, l'obligation de départ, l'obligation A, vis-à-vis d'une obligation B qui serait émise dans un contexte de taux plus élevé, eh bien, sera moins intéressante, tout simplement. Donc, quand les taux augmentent, retenez bien que les obligations existantes, préalablement à cette augmentation de taux, baissent. C'est moins intéressant.
Et enfin, une politique monétaire restrictive vise principalement à stimuler la croissance, réduire l'inflation, augmenter l'emploi ou financer les États. Et bien là, ça va être de réduire l'inflation. Pourquoi ? Parce que augmenter l'emploi, ça va pas être le premier mouvement que va vouloir faire la politique monétaire. Financer les États, ça sera pas non plus la priorité, même si indirectement ça va jouer. Et stimuler la croissance, ça serait l'étape d'après. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est réduire l'inflation. En réduisant l'inflation, vous remettez du pouvoir d'achat et vous permettez à l'économie de se relancer. Voilà. Ah, et dernière question, question numéro 8. Je crois que c'est vraiment la dernière, ça, voilà. Le PIB. Alors, qu'est-ce que mesure le PIB ? La richesse détenue, les revenus des ménages, la production de valeur sur une période ou le niveau de vie réel ? Alors là, la bonne réponse, c'est la production de valeur sur une période. On aurait pu être tenté de répondre la richesse détenue, c'est pas vraiment ça. Il faut savoir que le PIB, c'est une mesure avant tout de valeur ajoutée et ça se mesure sur une certaine période. En général, c'est le trimestre, le mois, souvent l'année, et c'est ça qui permet en fait de classer les puissances économiques. Souvent, on parle de PIB pour faire le classement des pays en termes de puissance économique, et c'est bien la mesure de la totalité de ce qu'on va produire à un moment donné dans une économie. Si on prend par exemple la France, c'est tout ce qui est produit sur le sol français en une année. Il ne faut pas confondre ça avec le PNB, le produit national brut, qui lui inclut la production par les entreprises et ménages français à l'étranger et soustrait tout ce qui est fait en France mais qui n'est pas français. Donc le PIB, c'est vraiment le produit intérieur brut, donc le territoire français, au sens juridique du terme et économique du terme. Et donc c'est l'ensemble de ce qu'on va produire sur une année ou sur un mois, etc. en fonction de la valeur temporelle que vous considérez. Voilà, si vous avez eu tout juste, bravo. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à revisionner la vidéo ou à poser votre question en commentaire. Je fournirai une réponse un peu plus approfondie. Là, je fais vraiment la vidéo en mode brut. Un peu dans un rush. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, à prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse, ou de checker le Pôle Académie pour prendre votre argent en main une bonne fois pour toutes en 2026. C'était Thibaut, à la prochaine, ciao.